Oh, bonjour Aurélien Demeaux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, cofondateur, directeur général d'Electra. Avec cette opération, vous dépassez donc le milliard d'euros levés en 4 ans. C'est plutôt un bel exploit là, pour une entreprise comme la vôtre. Ouais, merci. Nous, on a un métier en fait d'infrastructure, donc on déploie l'infrastructure de recharge rapide pour faciliter finalement l'adoption des voitures électriques. Et donc ça coûte de l'argent. Voilà, cette infrastructure, ça coûte pas mal de capex, comme on dit, donc de capital à mettre sur la table. Et donc on avait réalisé plusieurs tours en equity, donc de levée en capital. Et là, il était temps maintenant de mettre un financement de type dette, et c'est ce qu'on a fait. On a été accompagné par la banque ING, puis on a choisi 8 prêteurs, que je remercie pour leur confiance, donc 8 banques qui nous ont prêté 283 millions d'euros, plus 150 millions d'euros. Donc ça fait un total de 433 millions d'euros, effectivement. Il faut beaucoup d'investissement dans votre activité avant de pouvoir être complètement opérationnel et crédible. Vous visez la rentabilité dans moins de 2 ans, je crois. C'est un pari osé. Ouais, c'est ça. Nous, on a un objectif d'être EBITDA positif en 2026 parce que aujourd'hui, dès l'année prochaine. Voilà, on est présent dans 10 pays en Europe. On a 513 stations en activité. On continue d'en déployer entre 4 et 5 par semaine. Et donc, cette diversification européenne et cette taille, cet effet d'échelle nous permet de commencer à avoir une équation économique qui va tourner. Intéressant de vous avoir avec nous ce matin. Il y a beaucoup de sujets internationaux dont on va parler dans les 5 minutes que nous avons ensemble. Mais d'abord, sur le marché européen, c'est facile aujourd'hui ou pas, quand on est donc une boîte française, c'est ça, de se développer partout. Alors, je crois que vous êtes dans 9 pays pour l'instant, mais de se développer comme ça sur le marché européen en termes de réglementation, de possibilités d'agir et de croître. Alors, chaque pays européen a effectivement ses propres spécificités dans le sens où typiquement en France, on a Enedis qui est l'opérateur réseau. Dans d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne ou la Suisse, il y en a 600 en Suisse et 800 en Allemagne. Donc il y a une complexité opérationnelle qui varie en fonction des pays. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous faisons tous partie de l'Union européenne et la direction de décarbonation des transports de l'Union européenne, elle s'applique à tout le monde. Ouais. Donc c'est la fameuse interdiction des voitures thermiques en 2035 avec différents jalons, 2025, 2030 puis 2035. Vous ne manquez pas un peu de visibilité quand même, Aurélien Demeaux, entre Bruxelles qui pourrait rétropédaler là sur ses ambitions énergétiques face à la pression des constructeurs automobiles qui est incessante. On sait que les rendez-vous ont été avancés à la demande justement des constructeurs pour revoir les ambitions, notamment sur les échéances du passage à l'électrique. Et je vous remercie de poser cette question parce qu'effectivement, nous avons besoin de visibilité. Nous, quand je dis nous, je suis également président de Charge France, qui est une association qui regroupe les opérateurs de recharge en France. On investit des centaines de millions, voire des milliards d'euros pour créer une infrastructure qui fonctionne. Et aujourd'hui, la France a le premier réseau de bornes de recharge en Europe. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de bornes de recharge en France. Aujourd'hui, on a énormément de bornes de recharge en France. On ne demande pas de subventions, on ne demande pas d'aide. En revanche, on demande de la stabilité dans les règles. Et je pense que ce serait une très mauvaise décision pour nos constructeurs en premier lieu, en fait, de rétropédaler et d'affaiblir cette trajectoire 2035 que j'ai décrite tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la technologie du 21e siècle, c'est la voiture électrique. On le voit. Et donc, je pense que nous avons déjà peut-être un petit peu de retard par rapport à la Chine. Et il ne faut pas prendre davantage de retard. Au contraire, il faut mettre les bouchées doubles sur cette technologie parce qu'on sait que c'est cette technologie qui va être gagnante. Donc, il faut investir davantage massivement aujourd'hui. Vous avez raison, je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais en Chine l'année dernière, il y a je crois 40% de véhicules électriques sur les routes à Shanghai, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui en France et plus largement en Europe. Le paysage politique et les négociations qu'il y a autour de ces sujets-là en Europe, ça veut dire aussi que vous n'allez pas aussi vite que vous le pourriez, que ce que vous voudriez, parce que justement vous êtes dans une espèce d'hésitation, d'attente de savoir ce qui va ressortir de tout ça ? Alors nous on a choisi de continuer à avancer, de se dire voilà, cette interdiction des véhicules thermiques en 2035, elle existe, elle est là pour le moment, elle n'a pas encore été rediscutée, elle n'a pas encore été affaiblie. Donc on avance en confiance. Maintenant, évidemment, que ça crée de l'anxiété, ça crée de l'incertitude. Et d'ailleurs, vous parliez de la Chine, c'est intéressant. En Chine, les gens achètent massivement des voitures électriques. Pourquoi ? Parce que le prix des voitures électriques est le même que celui des voitures thermiques, parce que le prix des batteries est très bas.
c'est exactement ce qui va nous arriver en Europe. Le prix des véhicules électriques va être au même prix que celui des véhicules thermiques dans moins de 3 ans. Et comme ça coûte 2 fois moins cher de rouler en véhicule électrique, le choix il va être assez rapide. Les gens vont se tourner massivement vers l'électrique. Les Chinois n'achètent pas des véhicules électriques parce qu'ils sont tous écologistes. Mais parce que c'est vrai que ça coûte moins cher, mais parce que l'automobile est aussi subventionné, parce qu'effectivement il y a des droits là-bas pour acheter ne serait-ce qu'une plaque d'immatriculation, et donc ça coûte beaucoup moins cher de rouler à l'électrique grâce à ça. Justement, rapidement sur la concurrence, vous le disiez, les Chinois ils sont très en avance. Est-ce qu'ils sont aussi intéressés par le marché européen? Est-ce que vous avez du souci à vous faire à ce sujet-là? Alors, on n'a pas tant d'acteurs chinois en Europe. On est beaucoup d'acteurs. C'est un marché qui est assez concurrentiel. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup maillé. Nous, mais pas que nous. Vous avez des acteurs qui sont des énergéticiens. Vous avez des acteurs qui sont des pure players comme nous. Vous avez des acteurs qui sont des constructeurs automobiles. Tesla, pour ne pas les nommer, mais il y en a d'autres. Donc, tout le monde participe à un effort assez massif, puisqu'on a doublé le nombre de points de charge en France en 2 ans. Donc peut-être que c'était un peu l'aventure de partir en voiture électrique il y a 2 ou 3 ans, et c'est resté un peu dans la tête de certaines personnes, mais aujourd'hui, franchement, ça n'est plus du tout le cas. Et je pense notamment à tous les gens qui vont partir en vacances cet été. Il n'y a plus de sujet de partir en voiture électrique et de faire des longues distances. On parlait un peu des hésitations, des difficultés, des freins, en tout cas du manque de visibilité en Europe. Pour terminer, les États-Unis, parce que c'est quand même notre sujet là, depuis le début de cette semaine avec les négociations commerciales. Vous regardez ce qui se passe là-bas. On sait que Donald Trump, il n'est pas forcément le plus enclin à investir dans les mobilités durables, en tout cas dans l'électrique. Est-ce que ça peut fragiliser votre marché ? Alors c'est le moins qu'on puisse dire, qu'effectivement ils n'investissent pas dans la transition énergétique aux États-Unis. Nous, franchement, ça nous concerne moins puisqu'on a un acteur qui est européen. Et je veux rappeler juste une réalité qui est que l'Union européenne importe 97% de son pétrole. Les États-Unis, c'est à peu près 19 millions de barils de pétrole par jour. Et ils sont autosuffisants de ce point de vue-là puisqu'ils produisent, et notamment en grande partie avec du pétrole de schiste. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant, puisqu'on a vu que dans l'accord qui avait été négocié avec l'Union européenne devait s'engager à acheter pour 750 milliards de pétrole, de gaz et de charbon américain. On ne sait pas comment on va faire d'ailleurs. On ne sait pas du tout comment on va faire. En plus, c'est du pétrole de schiste qui est interdit en Europe pour une grande partie. Et en plus, on n'est pas dans une économie administrée dans laquelle on pourrait dire vous allez maintenant tous acheter du pétrole aux États-Unis. C'est quand même les entreprises qui décident de ce qu'elles font. Voilà, absolument. Donc je pense que c'est pas un exemple à suivre et qu'au contraire, comme on est totalement dépendant sur le plan du gaz et du pétrole en Europe, il faut continuer sur une voie de souveraineté pour ne pas justement être dans la main des Américains et devoir leur acheter 700 milliards de pétrole et de gaz dans les années qui viennent. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Aurélien Demeaux, et merci pour ces commentaires et ces analyses, cofondateur, directeur général d'Electra.